Gérard Gallo, bonjour. Vous présidez la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Loire, et vous êtes un interlocuteur privilégié, par exemple, de la préfecture, de la chambre d'agriculture. Qu'en est-il de cette sécheresse qui est affolante là pour le moment ? On est dans une situation extrême. Voilà, c'est le sentiment qu'on a nous aujourd'hui en tant qu'agriculteurs, qui semble assez général au niveau du pays, mais avec des situations souvent dans des secteurs localement qui peuvent être très 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 violentes. Je vois que c'est le cas dans ma zone. Dans ma zone, on a une pluviométrie qui est, alors c'est difficile, on fera les bilans dans quelques semaines, mais il manque 2 tiers d'eau. Par rapport à une année normale, donc, et des températures élevées, qui fait que ça impacte énormément la pousse des fourrages pour nos animaux. On a eu, on va dire, une récolte d'ensilage d'herbe moindre qu'une année normale, mais vous savez, on ensile souvent l'herbe et on fait des deuxièmes coupes. On n'a fait aucune deuxième coupe, par exemple. Donc, on va dire que depuis début mai, plus de récolte possible au niveau de l'herbe, ou très très peu. Des animaux qui sont alimentés à l'intérieur aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus rien dans les prés. Ils ont ce qu'on appelle une ration hivernale. Ils mangent la même chose qu'ils mangeraient en plein hiver, parce que donc on est en train de taper dans les stocks pour nourrir nos animaux. Oui, on voit là les vaches, vous êtes éleveur, on voit les vaches qui sont à l'intérieur, effectivement à l'extérieur, ça ne serait pas supportable pour elles. Alors, surtout pour des troupeaux importants, souvent il faut qu'elles aient un peu de place à l'ombre, mais on le voit bien, l'endroit où elles sont le mieux, c'est dans les bâtiments. Vous voyez, les bâtiments, il est ouvert, le bâtiment, il est pas au courant d'air, mais il est ventilé, et ça leur permet d'être dans des conditions, d'ailleurs on le sent, on a des températures qui sont plus agréables dans un bâtiment qu'à l'extérieur. Même sous un arbre, souvent il fait beaucoup plus chaud. Quels sont les secteurs de la Loire les plus touchés ? Mon sentiment est que, on va dire que la partie sud du département est particulièrement impactée. Or, tout le département est touché, faut déjà le rappeler, bien sûr. Mais la partie sud est fortement impactée. Je pense qu'après, les gros secteurs Mont-du-Lyonnais aussi impactés. La plaine du Forêt aussi est fortement impactée. Alors, il y a plus d'irrigation dans la plaine du Forêt, donc on le voit un petit peu moins. Après, le reste du département est impacté aussi, plus ou moins, parce qu'il est vrai qu'il y a eu quelques orages, surtout au mois de juin. Alors, souvent des orages de grêle, qui ont fait des gros dégâts, faut pas l'oublier, pour ces secteurs-là qui ont été touchés. Ils ont eu un peu plus d'eau. Mais aujourd'hui, ça les rattrape. La situation est en train de se durcir partout dans le département. Alors, l'état des lieux du département, c'est que, en particulier dans le sud, on en parlait tout à l'heure, on a très très peu de nappes phréatiques, c'est essentiellement des écoulements. Expliquez-nous d'où vient cette sécheresse. Alors, la sécheresse vient déjà du manque d'eau, la pluie qui tombe pas. On est quand même, alors on est au mois d'août aujourd'hui, mais le mois de juin, ma commune, on a eu 70 mm, c'est plutôt alors c'est énorme 70 mm parce que normalement c'est 100 mm normal, mais le mois de juin a été à peu près arrosé. Mois de mai par exemple, 15 mm, alors que c'est des mois pareils qui sont à plus de 100 mm. Le mois d'avril, c'était aussi aux alentours de 12 ou 13 mm, donc c'est très très faible. Mois de juillet, 0. Pas une goutte d'eau au mois de juillet. Donc ça commence déjà à venir du fait que l'eau n'est pas tombée. Des températures élevées, donc une évaporation aussi plus importante, donc des sols qui s'assèchent très vite. Après, par rapport à l'eau qui permet l'irrigation, l'abreuvement de nos animaux, l'eau potable, elle vient essentiellement du fleuve Loire. Le fleuve Loire est un vecteur important. Le barrage de Grandjean, entre autres, alimente le canal du Forêt, qui est un gros, qui permet l'irrigation, mais surtout qui permet l'eau potable pour une grande partie des habitants de la plaine du Forêt. Mais aujourd'hui, qui alimente, à mon avis, au-delà de la plaine du Forêt, souvent une grande partie des monts du Forêt et peut-être les monts du Lyonnais. Après, les autres ressources, il y a des retenues collinaires qui ont été faites par un certain nombre d'agriculteurs, qui représentent aussi un petit peu volume d'eau. Mais aujourd'hui, toutes les retenues sont à peu près à sec. Et puis après, il y a quelques nappes sur le secteur de Bellegarde en forêt, Saint-Cyr-les-Vignes, bas des monts du Lyonnais qu'on appelle. Mais là, elles sont en partie alimentées par le fleuve Loire, quoi. Aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où l'eau vient en grande partie du fleuve Loire. Vous, est-ce que vous allez vous trouver en difficulté si la situation perdure? Est-ce que pour votre exploitation, vous allez avoir des soucis d'alimentation en eau pour vos animaux? Non, on a la chance d'être sur le réseau aujourd'hui, donc les animaux, alors on a des puits, mais les puits sont plus d'eau, les puits sont à sec, mais on a la chance d'être sur le réseau, on utilise c'est le réseau. Pour le moment, moi on n'a pas de restriction, l'eau vient de la Haute-Loire, je sais plus de quel barrage. Barrage de la Valette. Barrage de la Valette, c'est bien ça. Donc j'ai pas écho comme quoi il y a des restrictions sur l'eau potable, donc pour le moment il n'y a pas de souci et tant mieux. Ça peut être le cas dans certaines exploitations où les sources communales sont asséchées. Si elles ne sont pas connectées avec d'autres réseaux, elles peuvent être
dans des situations compliquées dans certains secteurs, c'est vrai. Et alors, je sais que j'ai vu quelques maires la semaine dernière à la OP Fourme de Montbrison. Ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient déjà mis en place les citernes pour transporter l'eau, alors pour l'eau potable, mais aussi certainement pour alimenter les animaux aussi. Vous m'avez montré que vous cultiviez du maïs. Est-ce que le maïs a été impacté? Il sert à nourrir vos vaches? La grosse difficulté est le maïs aujourd'hui. Alors faut pas généraliser. Je prends un peu le cas de mon exploitation, mais on voit bien ce que sent. On a eu l'année passée une bonne année. Il s'est fait un peu stock dans les exploitations. Ceux qui ont eu la chance d'avoir mis en place des stocks de report, ce qui est le cas chez nous, on a eu un peu de stock de report. Ça permet, bon an mal an, sur l'herbe, récolte moindre, mais avec les stocks de report, on est à peu près bien. C'est le maïs qui pèse plus ou moins dans les exploitations. Alors, nous, dans l'exploitation, c'est un quart de la ration l'hiver, même maintenant. Hein, parce dans d'autres exploitations, c'est 50% de la ration. Ça va dépendre de l'exploitation. Et ben, le maïs est fortement impacté par la sécheresse cette année. Alors, le maïs irrigué, moins, bien sûr. Hein. Alors, souvent, les chaleurs sont tellement élevées que ça impacte un peu les rendements, mais ça reste à la marge. Où c'est violent, c'est les maïs non irrigués. Nous, on a des maïs aujourd'hui dans certaines parcelles qui sont même pas récoltables. Si on a le temps, on ira en voir, mais on a des parcelles qui sont aujourd'hui, le maïs, les machines ne brasseront pas. Je pense qu'on va y faire pâturer les animaux, je pense. Ils ramasseront ce qu'elles trouveront, mais voilà. Et là, c'est hyper violent pour le maïs. D'ailleurs, on a pris la décision au niveau de la FDSEA, avec la Chambre d'agriculture, de créer une association sécheresse, comme on l'a déjà eu fait, pour essayer d'approvisionner en maïs le département de la Loire. Alors, bien sûr, en prenant en priorité les maïs du département de la Loire, de la plaine du Forêt, hein, bien sûr, mais après, en complément d'aller chercher des maïs dans le département voisin. Alors, j'étais dans l'Allier vendredi passé. Lundi, mes collègues étaient dans le Puy-de-Dôme et moi j'étais en même temps dans le département de l'Ain avec d'autres collègues pour voir un peu ce qu'on pourrait recenser et comment on pourrait faire, surtout pour amener ces maïs dans le département. Voilà. Comment vous voyez l'avenir à plus long terme de cette situation? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un phénomène vraiment épisodique ou est-ce que c'est un phénomène qui risque de se reproduire d'année en année? Comment vous voyez ça, vous? Alors il faut être prudent, hein, parce que je suis pas climatologue. Une année comme ça, j'espère que ce sera pas une année qu'on reverra de sitôt, je l'espère. Mais on le sent bien que le réchauffement climatique est là. Qu'aujourd'hui le climat a changé, qu'on sera sur des phénomènes beaucoup plus secs, des périodes beaucoup plus secs, avec des périodes où l'eau tombera en abondance, et que cette eau elle tombe en abondance et qu'elle finira, les sols n'auront pas capacité à la retenir, elle finira par partir dans les ruisseaux, dans les rivières, dans le fleuve, et puis finir à la mer. Donc il faudra bien qu'on envisage aujourd'hui au niveau État, au niveau de nos exploitations, de faire du stockage de l'eau. Il faudra qu'on stocke de l'eau déjà pour abreuver nos animaux. Je pense que ça, c'est la priorité déjà, parce que l'eau du réseau, je connais que ça coûte très cher. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on sera obligé de faire des choix. Donc il faudra qu'on puisse stocker cette eau déjà pour abreuver nos animaux. Et puis aussi stocker de l'eau pour permettre d'arroser certaines de nos plantes. Alors on ne pourra pas arroser tout le département, et ça, on en est bien conscient. Mais on en arroserait un petit peu plus. On en stockera un peu, cette eau qui tombe en abondante, qui finit à la mer, qui devient salée à un moment donné. C'est dommage qu'on puisse pas la récupérer pour les périodes de la restituer dans les sols, les périodes où l'eau manque. Et d'ailleurs, ça serait une bonne chose pour la biodiversité. Quand vous créez un étang, automatiquement, il y a de la biodiversité autour. Et là, on a quelques personnes qui n'arrivent pas à le comprendre aujourd'hui et qui nous posent problème pour qu'on soit en capacité de faire des réserves. Très bien, donc effectivement le département, la région peut-être peuvent prendre des mesures au moins sur les bâtiments publics, par exemple pour la récupération d'eau, des toitures, c'est des trucs tout bêtes quoi. Mais je pense que ça il faut le réfléchir à grande échelle. Alors c'est vrai que d'ailleurs certains le font aujourd'hui, récupèrent l'eau pour arroser leur jardin, des toits, et c'est très bien. Mais il faut qu'on fasse ça à plus grande échelle, il faut qu'on réfléchisse à plus grande échelle. L'eau que j'en sache aujourd'hui, elle tombe à quelque chose près, la même quantité tombe dans le département sur une année. Mais elle tombe de manière plus importante à un moment donné, et puis elle arrête de tomber pendant très longtemps. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est qu'on a un automne avec des orages et des quantités d'eau qui soient très importantes et ça entraînera d'autres dégâts. Alors je ne le sais pas, hein, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'elle ne tombera pas, ou elle tombera de manière régulière, qui fera qu'on n'aura pas. Mais le risque, c'est ça aussi. Hein, en 2003, j'ai souvenir, je ne sais plus si c'était novembre ou décembre, on avait eu 24 heures de pluie tyran, qui avait fait énormément de dégâts, puisque l'eau avait raviné, emmené une partie des sols d'ailleurs, avait emmené des routes, des chemins. C'est aussi, après l'un, l'autre arrive. Hein. C'est souvent la nature, les choses se rééquilibrent. Hein.
Gérard Gallo, merci de cet entretien. Bon courage à tous vos agriculteurs. De notre côté, du côté des particuliers, on essaie de contribuer aussi avec des économies le plus possible. Et puis, on engage évidemment toutes les personnes qui nous regardent à faire des récupérations d'eau, des toitures, etc. Oui. Si je peux me permettre pour conclure, parce que ce métier est un beau métier. Sur mon exploitation, j'ai la chance qu'il y ait un jeune qui s'est installé avec moi et quand je prendrai ma retraite, sûrement un deuxième viendra le rejoindre. Il faut qu'on donne des perspectives à nos jeunes agriculteurs. Donc nos perspectives, bien sûr, c'est qu'il faudra qu'on leur donne la capacité à continuer d'être agriculteurs. Et ça passera entre autres par le prix de nos produits. Alors c'est le syndicaliste qui parle, mais je crois que c'est important aussi. Je pense qu'en tant que consommateur aussi, il faut acheter un local français, achetons des bons produits de chez nous et mettons le prix qu'il faut y mettre. Aujourd'hui, les charges d'exploitation sont en train de flamber. En plus, la sécheresse va ramener des charges supplémentaires parce qu'il faut acheter des choses qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Il va falloir qu'on donne des perspectives aux agriculteurs. Mais faudrait que le litre de lait qui sort de nos exploitations soit vendu plus cher, que la viande qui sort de nos exploitations soit vendue plus cher, pour nous permettre de passer le cap et puis garder de l'agriculture, des gens qui entretiennent cet espace, ce bel espace qu'est notre pays. Il faut leur donner les moyens. Gérard Gallo, merci. 42 TV, libre et avec vous. 42 TV, libre et avec vous. 42 TV, libre